Alors, je vais être dans la droite ligne de ce que disait le professeur Bobet, puisque finalement, je vais plus vous parler de recherche clinique, en tout cas de recherche action, qui ont été faites en lien avec les éducateurs dans un premier temps, en lien avec les institutions, c'est-à-dire les secteurs de soins, et qui ont commencé dans le service du professeur Bobet, et puis ensuite à Paris, à l'hôpital Cochin, donc de l'hôpital Avicenne à l'hôpital Cochin, puisque dans le service du professeur Bobet, dès 2010, il y avait des consultations dédiées, spécifiques aux mineurs non accompagnés, avec des psychologues, des infirmiers et les spécificités des maisons des adolescents. Donc, c'est dans ce cadre-là, finalement, c'est pour ça que je commence assez loin. Je commence dans les années 2015-2017. Donc, voilà, c'était suite à cette consultation. Beaucoup de questions ont émergé. Et ces questions, vous les verrez, elles ne sont pas étrangères à celles qu'on peut avoir quand on est éducateur référent ou quand on est éducateur de service d'urgence ou quand on est amené à rencontrer ces jeunes-là à différents temps de leur prise en charge, de leur accompagnement ou de leur non-accompagnement. Euh, eh bien, on s'est dit avec eux, avec ces éducateurs-là, qui étaient de l'aide sociale à l'enfance, des associations, et notamment en Seine-Saint-Denis, puisque dans un premier temps, en 2014-2015, c'est-à-dire avant 2015, les mineurs non accompagnés se trouvaient avant 2013, notamment dans les Bouches-du-Rhône, à Paris, en Seine-Saint-Denis notamment, et puis petit à petit, effectivement, ils ont été dispatchés suite à des circulaires ministérielles un peu partout. Donc finalement, c'est quelque chose c'est une question de difficulté d'accompagnement qui s'est généralisée à le territoire français parce qu'il y avait des questions qui émergeaient avec ces jeunes-là en particulier. Comment les accompagner au mieux spécifiquement. Et donc, cette recherche a été mise en place. C'est une recherche qui a été mise en place donc, à l'hôpital Avicenne dans un premier temps. Je vous expliquerai un peu comment on a fait de manière préliminaire. Et puis ensuite, à l'hôpital Cochin. L'idée étant qu'on fasse en sorte d'avoir une recherche-action, qu'on mette en place une recherche-action qui serait vraiment axée sur le lien entre les éducateurs et les mineurs non accompagnés. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les mineurs accompagnés venaient vers les soins de manière très diverse, très variée, et qu'il y avait effectivement des mineurs accompagnés. Il y avait des profils aussi très variés, il y avait des parcours très variés, et qu'il y avait en tout cas des besoins très variés. Donc certains effectivement venaient à la demande des éducateurs. Alors ça pouvait être une demande qui était comme mon collègue le disait, qui pouvait être des demandes qui pouvaient être bruyantes. Donc ça se passe mal au foyer, on vient voir qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas à l'accompagner, il ne nous dit pas tout. Il y avait des demandes qui étaient plus basées sur le parcours en lui-même. Il y avait la question de il faut absolument qu'il va voir le juge, il faut qu'il explique des choses, il faut qu'il raconte des choses, il faut que ce soit le plus cohérent possible pour que le juge entende et qu'il ne soit pas, il n'y ait pas de malentendu. On ne comprend pas ce qu'il dit, ce qui se passe, ce qu'il veut. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à apprendre la langue, à aller vers un parcours de formation et d'apprentissage. Et donc, on pouvait avoir différents jeunes avec différents profils qui arrivaient vers les soins. Donc, on s'est demandé si on avait la possibilité de prendre en compte les demandes des éducateurs ou des personnels ou des professionnels référents qui se trouvaient sur le chemin de ces jeunes-là, et en même temps faire émerger aussi la demande ou la non-demande d'ailleurs des jeunes et de voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner ou pas, les aider sur un premier temps ou les aider sur un parcours de soins. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des patients qui arrivaient parfois très tard dans les soins, après qu'on soit rendu compte qu'effectivement, ils allaient mal, qu'ils ne disaient rien, qu'ils se trouvaient isolés. Et puis, à l'arrivée des 18 ans, mon collègue vous en parlera aussi beaucoup, donc je n'en parlerai pas beaucoup,
à l'arrivée des étudiants pendant la transition, eh bien, ils arrivent vers les soins et il reste 6 mois parce qu'après, il ne sera plus pris en charge par l'ASE. Donc, comment faire? Dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a tout l'enjeu du pouvoir médical, etc., qui est mis en branle et qui a bien sûr ses limites et qui est finalement utilisé parfois de manière un peu malencontreuse. Et puis, là, les différentes demandes qu'il fallait aussi accompagner avec les professionnels référents avant tout, et puis avec les jeunes par la suite, et ensemble parfois, tout en laissant émerger différents types de soins. Donc, on s'est dit, on va essayer de voir comment travailler autour des compétences de ces professionnels, des compétences dans la relation, et dans la relation notamment transculturelle, c'est-à-dire dans la compréhension qu'ils pouvaient avoir de ces jeunes-là. Alors, je ne rentrerai pas vraiment dans les détails de la recherche, vous verrez, je l'ai détaillé beaucoup dans le PowerPoint, mais on a fait une étude qualitative, c'est-à-dire qu'on a interrogé les éducateurs, on a interrogé les jeunes, on a interrogé les médiateurs culturels, c'est-à-dire que des interprètes qui se trouvaient sur les 3 consultations, c'est-à-dire sur les 3 consultations, entretiens de recherche plutôt. Vous verrez pourquoi je dis consultation, parce qu'ensuite, on l'a transformé en dispositif clinique. Et ensuite, ce dispositif clinique, au cours du temps, depuis 2015, s'est beaucoup transformé. On parlera aussi de l'évaluation par la suite de ce dispositif qui se transforme en lien avec le terrain qui se transforme également. Et donc, au début, il y a eu une étude pilote, il y a eu des focus group avec les éducateurs pour voir quelles étaient leurs demandes, quels étaient leurs souhaits. Et puis par la suite, petit à petit, s'est mise en place une recherche-action sur 3 entretiens. Les promoteurs, l'hôpital Avicenne, le centre Babel, l'aide sociale à l'enfance, les associations qui travaillent avec les jeunes, donc Entend, Hors la rue et Médecins sans frontières, etc. Et puis la maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée, c'était vraiment de faciliter la perception des différentes difficultés passées par les jeunes, de leurs besoins, et faciliter la narration et créer du lien. Vous verrez que dans un premier temps, on s'est retrouvé avec des jeunes parce qu'on était dans un cadre de chercheurs. Donc, on leur pose des questions, et là, ils peuvent être amenés parfois, encouragés en cela par les éducateurs qui souhaitent bien faire, à raconter de but en blanc leur parcours. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui peut, surtout quand c'est un parcours traumatique, et donc c'est souvent le cas, pas toujours, mais souvent, eh bien, ils peuvent se trouver fragilisés dans ce cadre-là parce qu'ils racontent quelque chose dans un cadre où la confiance ne s'est pas faite, et puis ils le racontent parce qu'on leur dit que c'est avec ces gens-là qu'il faut en parler et qu'il va falloir en faire quelque chose. Et donc, ils sont fragilisés. Moi, je me souviens, j'avais l'exemple parce que là, j'étais encore étudiant quand il y a eu cette recherche-là. Et donc, je me souviens d'un jeune qui est arrivé et l'éducateur lui a dit, voilà, il faut que tu racontes ici, c'est la première fois, il faudra que tu racontes. Il a raconté tout son parcours, c'est-à-dire sa traversée de la Méditerranée, son passage en Espagne, les agressions qu'il a subies dans des lieux d'hébergement. Et puis ensuite, la rue, il les a racontés au premier entretien de but en blanc. Nous, on a été incapables finalement de le contenir, parce que voilà, l'ambiguïté de la position de chercheur aussi. Et puis, la fois d'après, il est venu et nous a dit, mais je ne comprends pas, très en colère, nous disant, je ne comprends pas, je vous ai raconté tout ça, mais moi, comment est-ce que je peux vous faire confiance? Qui êtes-vous pour que je vous fasse confiance? Et depuis, finalement, il y avait un rebond avec des reviviscences qui revenaient. Et donc, il disait, j'ai des cauchemars, je vais très mal en journée, j'arrive plus à me concentrer, etc. D'une certaine manière, on avait été délétère pour ce jeune-là sur ce moment-là. Et donc, on l'a amené vers les soins. Effectivement, il est sorti de la recherche, etc. Donc, ça nous amène à penser aussi comment mettre en place un cadre qui soit assez contenant et dans quelle temporalité, finalement, amener vers des soins et dans quelle temporalité, finalement, accueillir avant de penser qu'on va être thérapeutique au sens strict, comme on peut le penser quand on est soignant. Donc, effectivement, éviter le clivage aussi induit entre la migration et le trauma, entre l'avant et l'après, finalement, en prenant en compte, comme le disait Thierry Bobet, ce qui s'est joué aussi avant la migration, après la migration, pas seulement pendant la migration, et aider le jeune à retrouver du sens dans son parcours, amener à une certaine mise en continuité, dans une forme de mise en continuité et donc dans une phase qui est de reconstruction identitaire et puis l'adolescence en soi, mais aussi le fait d'être entre un cadre interne et un cadre externe. Donc un cadre intériorisé qui est celui
qu'on a depuis l'enfance, de notre bassin culturel, et puis celui qu'on trouve, en tout cas celui avec lequel il se trouve confronté dans un cadre externe qui est celui du pays d'accueil, des éducateurs, des lieux d'apprentissage. Alors, voilà, donc finalement, on a rencontré, dans un premier temps, les éducateurs et les jeunes, le professionnel référent et le jeune. Donc le professionnel référent qui estimait que ce jeune-là avait plus besoin de venir dans le cadre de cette recherche et peut-être dans le cadre des soins. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être très vaste. C'est-à-dire que ça pouvait être un malentendu, c'est-à-dire on ne se comprend pas. Et ça peut aller très, très loin quand un malentendu est aussi, amène à de l'impuissance. On le voit en tant que soignant, on le voit en tant que professionnel de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent impuissant alors qu'on est censé, en plus pour les mineurs de la compagnie, il n'y a personne. On est vraiment investi, surinvesti par tout le monde, par les institutions. C'est nous qui allons porter le jeune. Et le jeune peut parfois nous le renvoyer en disant, voilà, c'est toi qui fais, je te reproche de ne rien faire, alors qu'à côté, il y a les papiers, il y a un certain nombre de choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Et donc, face à cette impuissance, finalement, ça peut monter très vite. Il peut y avoir des conflits très, très forts qui peuvent émerger et qui ne sont pas nécessairement des symptômes psychopathologiques, psychiatriques. Et donc, il y avait des professionnels, effectivement, qui venaient avec un jeune avec qui ils ne se comprenaient pas. Et il y avait un moment comme ça de malentendu, de friction qu'il fallait essayer de mettre à plat. Et donc là, c'était un cadre plus de médiation. J'en parlerai un tout petit peu après. Un cadre de médiation qui pouvait durer une, deux consultations ou une, deux rencontres. Et donc à ce moment-là, avec l'interprète médiateur, on faisait le lien et on essayait de débrouiller les choses, de se comprendre, de voir quelle langue au sens large parlait le jeune, l'éducateur, et donc négocier ensemble. Ensuite, il y avait des éducateurs. Et donc là, on voyait, effectivement, on disait, on rassurait d'ailleurs les éducateurs et les jeunes, voilà, et parfois c'était le cas, le jeune n'a pas besoin de soins psy, il n'est pas malade, là il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du malentendu, et puis dans un cadre où il faut faire vite, il faut tout faire, et puis il y a des enjeux très forts pour la suite de la prise en charge du jeune, eh bien, ça peut aller très loin et ça peut s'acutiser. Et puis, il y avait des patients, effectivement, chez qui les choses, le besoin de soins n'émergeait pas tout de suite, et donc il fallait travailler cette nécessité d'accompagnement. Et donc, quel changement il y avait au cours de ces 3 entretiens dans la perception que pouvait avoir l'éducateur, le jeune, et dans la perception de la relation qu'il pouvait y avoir. Voilà. Donc, je vais vous les critères d'inclusion, c'était les jeunes de 11 à 21 ans, donc c'était les jeunes qu'on rencontre. Et puis, il y avait en majorité des garçons, et puis qui venaient de différents lieux d'hébergement, de prise en charge, d'accompagnement, d'apprentissage, et puis d'origine culturelle très diverses. Et donc, on a fait ces entretiens-là avec des entretiens préalables, des opérationnaires, des rencontres de chercheurs, de professionnels, des débriefings à distance ensuite. Ça dure, en gros, c'était sur 2-3 mois à peu près. Donc, ça suivait un peu, un cadre qui pourrait être un cadre de soins possible ou d'accompagnement possible. Voilà, il y a eu des autoquestionnaires, il y a eu des questionnaires sur lesquels je ne reviendrai pas. Il y a eu ces 3 rencontres. Et ce qui est intéressant sur ces 3 rencontres, c'est qu'on a essayé, dans le cadre de cette recherche-action, de développer on va dire, d'évaluer des modalités de médiation indirecte, avec des objets de médiation, des objets flottants, des objets métaphorisants, des objets de narrativité. Et donc, il y avait quelque chose quand même de l'idée qu'on avait des outils possibles, en plus du fait de se voir, de discuter, de négocier avec l'interprète dans une position de médiateur culturel, un interprète qui se trouve faire partie du groupe culturel du jeune, qui est très important, c'est-à-dire qui fait partie du bassin culturel du jeune, et donc il parle sa langue maternelle. Et donc, on a essayé de développer d'autres objets qui étaient, par exemple, le fait, au cours de la deuxième rencontre, d'apporter un objet du passé, un objet du présent, un objet du futur de la part du jeune, qui pouvait être un objet qu'il avait en tête, ou une chanson, ou autre chose. Le fait au premier entretien, au troisième entretien, de lui faire des cercles. C'était vraiment quelque chose voilà, qu'on a pris parce qu'il était utilisé dans les travaux de perception temporelle, et on s'est dit que sur la temporalité, en tout cas des soins, la temporalité du jeune, la temporalité de l'accompagnement, la temporalité aussi du voyage, etc., il y avait quelque chose à faire autour de ça, et sur la narrativité. Et donc, on leur demandait de faire 3 cercles, un représentant le passé, un présent, un le futur. Et puis, on essayait d'en refaire à la troisième rencontre. Et donc, on essayait finalement de manière qualitative, autour du discours du jeune et autour de ces objets-là, de voir comment est-ce qu'on pouvait
touché du doigt indirectement certains aspects qu'on ne pouvait pas amener dès le début de la prise en charge, qui était par exemple le parcours du jeune, ses appréhensions, ses difficultés, sa perception du temps. Alors, donc, je vais passer là-dessus. Donc, effectivement, on était avec le chercheur, le médiateur culturel, l'éducateur et le jeune. On travaillait beaucoup autour de la narrativité, de la temporalité, et puis aussi de l'ici et maintenant. Et enfin, on avait des temps où on essayait, en lien avec l'éducateur, de percevoir sa perception. Alors, ce qui était difficile, c'est que on a réussi très bien je vous montrerai les résultats, on a réussi très bien à interroger les éducateurs après, même à distance, parce que dans le cadre d'une étude qualitative, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un retour aux principaux concernés, c'est-à-dire à nos objets d'étude, entre guillemets. Et donc, on a fait une sorte de focus group, on a invité les éducateurs qui avaient participé, et puis on leur a présenté les résultats de la recherche, et on s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, etc. L'idée étant qu'effectivement, il y ait des échanges qui se fassent autour de ça. Et, sauf qu'avec les jeunes, c'est très difficile, parce que comme cela a été évoqué et sera évoqué aussi, les mineurs non accompagnés, en tout cas dans le contexte français, ils sont très mobiles. Très vite, ils peuvent être déboutés ou pas accompagnés, ou non accompagnés, ou pas évalués, sortis du dispositif. Ils ont 18 ans, ils disparaissent, etc. Donc, c'est très difficile de les retrouver ensuite, et ensuite, effectivement, de discuter avec eux de ce qui s'était joué dans le cadre de la recherche. Donc, vous voyez, c'est une limite. Donc, comment faire pour retrouver ces jeunes ou pour travailler avec ces jeunes et vraiment axer les choses sur leur expérience aussi des soins. Et donc, les résultats de l'étude auprès des patients. Pour revenir à cela, voilà, je vous ai mis un certain nombre d'articles de ces études-là. Il y a un article qui est sorti en 2020 parce que ça a mis du temps finalement à être réévalué, l'analyse, les résultats de ces études-là. Et donc, finalement, pour les patients, vous allez le voir, finalement, on a réussi à en interroger un certain nombre, mais c'était difficile à distance de les réinterroger. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Et donc, on retrouve dans ce qu'ils ont pu dire au cours de la recherche, au cours des 3 entretiens de recherche, l'expérience des jeunes qui était très importante, c'est-à-dire l'idée d'être, le rôle ou la place qu'on leur a signée, en disant vous êtes mineur non accompagné, qui est très particulier dans la protection de l'enfance. Vous êtes différents. 4 minutes, d'accord. Avec un futur suspendu, la question de la religion, de ce qu'on leur avait amené, en tout cas sur le plan culturel, le fait de vouloir préserver leur dignité, la difficulté à échapper au sentiment de solitude, et puis l'impact de l'étude sur eux, avec le fait de prendre en compte l'expérience avant, pendant, après la migration. C'était très important pour eux qu'effectivement il y ait quelque chose qui soit déployé. Le fait de passer du moi au nous, c'est-à-dire de faire le lien avec l'éducateur, et puis le médiateur qui facilitait les ponts entre différentes cultures. Dans la recherche qui s'est faite dès le début, à l'hôpital Avicenne notamment, il y a différents articles qui parlent de cette analyse qui a été faite autour des éducateurs. On voit qu'il y a des difficultés liées aux enjeux du projet éducatif, c'est-à-dire l'isolement du professionnel, les difficultés liées à l'âge, la temporalité de l'urgence. Est-ce que c'est une urgence ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Le juge nous demande, ou il y a une demande d'asile, il faut raconter. Donc là, effectivement, on temporise, on dit qu'on n'est pas là pour faire raconter quelque chose. Les difficultés liées au niveau scolaire, les difficultés liées à la rencontre des différentes cultures, la barrière de la langue, la singularité des situations et les contre-attitudes, ce qu'on appelle le contre-transfert culturel, c'est-à-dire que le fait, parfois, comme c'est encore le cas maintenant, parfois on est fasciné par ces parcours, ces expériences qu'on n'aura pas, qu'on n'aura jamais, et parfois on est aussi dans la puissance, dans le rejet. Voilà, on a des contre-attitudes comme ça qui sont aussi liées à notre parcours personnel, qui sont liées à nos appréhensions personnelles, à notre vision en tout cas de ce que peut être un jeune forcément seul, forcément traumatisé, alors qu'on voit qu'un certain nombre de ces jeunes-là ne le sont pas forcément. Et puis le vécu de la recherche, effectivement, donc des soins, qui était l'apport de la médiation culturelle, un jeune qui était méconnu, les malentendus culturels dont je vous parlerai, avec, dans le cadre des soins, les misdiagnoses, c'est-à-dire que le fait de voir des jeunes qui viennent, alors ils sont adolescents, donc ça passe beaucoup par le somatique, et en plus, il y a ces malentendus aussi, il y a une expression qui peut être culturellement codée des symptômes de ces jeunes-là, c'est-à-dire qu'avec des patients qui peuvent avoir des symptômes qui sont surpsychiatrisés, c'est-à-dire qu'on les retrouve souvent
en psychiatrie adulte. On voit pas mal de jeunes qui nous viennent de psychiatrie adulte, du CPOA, avec l'idée que ces jeunes-là qui ont 16-17 ans ont été en psychiatrie adulte parce qu'on a pensé qu'il y avait un épisode psychotique, alors qu'il s'agissait de phénomènes de transe, de possession, de djinn. Et donc, et quand on creuse un peu, quand on travaille avec le médiateur culturel, quand on met en place un cadre de soins, on se rend compte qu'il y a derrière parfois un état de stress post-traumatique complexe, parfois une dépression qui se, qui se, qui se, s'exprime d'une manière qui n'est peut-être pas fréquente, connue pour nous comme psychiatres d'enfants et d'adolescents en France. Et donc la nécessité de formation spécifique et les effets de la recherche, effectivement, c'est les compétences qui ont été valorisées des éducateurs. C'est-à-dire qu'ils avaient des compétences et nous, on a appris beaucoup de ces compétences-là qu'ils avaient et on les a. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la prise en charge, on les met en avant. Voilà, ça j'y reviendrai pas sur les objets de médiation. Les objets, par exemple, qui nous ont amenés, c'était une pièce, une chanson. C'était entre les deux tours de la précédente présidentielle, Je suis chez moi de Black M. Donc c'était une chanson qui disait Je suis avec Marianne, je suis français, etc. Et puis le titre de séjour, le Coran, une montre, le cartable pour aller à l'école, etc. Et puis par la suite, et je finirai là-dessus, on a décidé de mettre en place une recherche qui est en cours actuellement avec Selim Guessoum et Fatima Touami, qui est psychologue avec qui je vois les patients mineurs non accompagnés dans un cadre d'un dispositif que je ne détaillerai pas aujourd'hui à l'hôpital Cochin. Et donc, il a décidé finalement de mettre en place une évaluation qualitative à travers l'expérience de ces jeunes-là, de la prise en charge qui avait eu lieu, qui peut être de 2-3 consultations à une vingtaine, trentaine de consultations, selon les profils de ces jeunes-là, avec une prise en charge qui est multimodale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un cadre de médiation de 2-3 consultations et un cadre plus de suivi, un cadre aussi de supervision, c'est-à-dire les supervisions qui ont été mises en place avec l'aide sociale à l'enfance de Paris, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Des supervisions indirectes qui ont eu lieu. Alors, c'était difficile parce qu'on n'a pas réussi à les pérenniser, mais on l'a fait un certain temps avec les éducateurs qui faisaient des maraudes à la Goutte d'Or. C'était à ce moment-là le CASP qui était là depuis il y a longtemps, qui a repris les choses. Et donc, c'était des jeunes particuliers, c'était les jeunes Aragas, c'était les jeunes en errance, puisque les profils sont très différents. On a des jeunes filles qui peuvent être passées par les systèmes de traite d'êtres humains. On a des jeunes qui sont des jeunes en errance comme les Aragas, qui sont très mobiles et qui n'accèdent pas, à part aux urgences de Robert Debré, par exemple, qui n'accèdent pas aux soins, à des soins psy, et puis qui ne viennent que la nuit dans le cadre éducatif pour se reposer. Et donc, comment faire pour les accompagner malgré tout? Et il y a des compétences qu'ont certains éducateurs comme hors la rue. C'est plutôt hors la rue donc, qui maintenant travaille avec ces jeunes-là. Et donc, comment collaborer finalement avec ces différents services et ces différents secteurs de la protection de l'enfance et aussi avec la dictologie, la pédiatrie et la protection de l'enfance, la PJJ et les associations qui travaillent au plus près de ces jeunes-là. Et donc voilà, on a mis en place cette recherche et non, bientôt les résultats viendront de cette analyse de l'expérience de ces jeunes-là, des soins qu'on avait mis en place, qui sont des soins au début vraiment un accueil, pas du tout quelque chose de l'ordre du thérapeutique, qui est plutôt groupal, mais un petit groupe avec l'éducateur. Puis ensuite, petit à petit, il peut émerger une psychothérapie individuelle, une prise en charge plus lâche, vraiment une prise en charge qui serait adaptative en lien avec la réalité externe de ces jeunes-là et qui pourrait permettre de réinitier des liens qui soignent, qui libèrent et qui construisent. Voilà, je vous ai mis un certain nombre de ressources. Donc, on a parlé d'Infomi qui est très important. C'est un centre de ressources où on se rencontre beaucoup entre professionnels, beaucoup de professionnels de la protection de l'enfance. Finalement, il y a un aspect pédagogique, de formation, de support qui est mis en place. Et puis, donc aussi d'autres supports comme à la mairie de Paris, c'était avec Fleur Capelier qui a travaillé. Et puis, la revue L'Autre. Et puis, un certain nombre d'articles que je vous ai mis aussi suite à ces recherches-là. Je ne les ai pas tous détaillés. Donc, il y a des articles plus sur l'aspect, en tout cas, soins corporels, des articles plus sur la prise en charge, plus en lien avec les éducateurs. Voilà. Et donc, je suis prêt à répondre à vos questions sur ces différents aspects, puisque j'ai essayé d'être le plus court possible.